À Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, une ville en déclin, reconnue politique de la ville, existe une équipe de créateurs, de sens et de tissage social qui cherchent une place dans ce monde, d'innovation économique et politique qui ont grand besoin d'une nouvelle dynamique, d'idées et de moments de bonheur portés par l'association Les Rateleurs. Comment mettre en place un système d'alimentation durable au profit de tous, y compris des plus vulnérables? Mobiliser les habitants par du porte-à-porte et des cuisines de rue, élaborer avec eux un programme d'action, le mettre en œuvre pour mieux consommer, mieux cuisiner, jardiner, en toute conscience, repérer sur le territoire les partenaires et nouer les coopérations nécessaires, puis former des ambassadeurs du bien-vivre alimentaire pour que chacun, à son tour, transmette la nécessité d'une transition alimentaire sereine et solidaire. Bonjour madame. Bonjour, Brigitte Paganelli de l'association Les Rateleurs. Oui, enchantée. Ce soir, on organise une cuisine de rue et ça nous permet de parler un peu de la cuisine de tous les jours. D'accord. Et d'échanger et voir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer cette cuisine. Oui, je veux bien venir, ça me fera sortir un petit peu et puis rencontrer du monde et apprendre des choses, voilà. Nos techniques et notre méthodologie est issue des démarches participatives et donc on commence toujours par aller vers les personnes, là où elles sont. On se met en situation pour leur donner envie de faire. On part des besoins individuels des personnes qui échangent avec d'autres pour ensuite construire vers le collectif. Pour ensuite construire une parole commune et un programme. Elle est liée aussi à notre conviction. La conviction, c'est qu'on doit faire avec les gens et non pas pour les gens. Du coup, faire avec, c'est à chaque fois qu'il y a un désir de voir comment on construit ensemble. Puisqu'on privilégie le faire ensemble, de partir de ce que disent les gens, de ce qu'ils sont capables de faire pour faire un bout de chemin ensemble, entre gens qui se choisissent. L'alimentation de demain, elle passe par la cuisine et la transformation des produits. L'alimentaire, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et des fois, on a honte de ce qu'on mange, on a honte de la façon dont on mange, ou on se sent enfermé dans un schéma communautaire à travers son alimentation. Du coup, c'est pas si socialement ouvert. Et du coup, aller vers les autres, pour s'ouvrir aux autres, avec le thème de l'alimentation, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où, dans le cadre du tiers-lieu nourricier, on a vraiment travaillé sur comment aborder les gens sur la question alimentaire. Et du coup, on a vraiment insisté sur on a une idée, venez nous donner un coup de main. Et non pas on a une idée, on va vous faire du bien. Le but, c'est la capacité d'implication de tous dans la construction de ces choix alimentaires, en facilitant la capacité de transformer, en facilitant la capacité de produire, en facilitant la capacité d'apprendre et de transmettre à d'autres. C'est passe à ton voisin aussi. Donc voilà, le but, c'est partir des individus, des familles, des cultures, pour en faire un système de solidarité et d'ouverture aux autres, et d'ouverture à une conscience politique de l'alimentation. Pour que les saveurs se mélangent avec les légumes. Du sel et de l'huile, et après de l'eau froide, et après la remuer. Donc il faut qu'on apprenne à le faire. Il faut qu'on voie comment tu les gestes. Tu le fais avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide? Non, de l'eau froide. De l'eau froide. J'en fais juste deux. D'abord, je mets de l'huile. C'est beaucoup? Non, c'est bien. Ça y est. Je vais vous servir. Merci. Donc le couscous, c'est vraiment un plat complet. Quand on mange un couscous, on mange des céréales, c'est le couscous,
des légumineuses, des pois chiches, des légumes, beaucoup de légumes. Ça me permet d'avoir une activité et puis c'est ludique, on rencontre d'autres personnes et puis ça nous change les idées et on rentre, on est dynamique quoi après. Ça stimule de se retrouver, de parler de ce qu'on connaît, des recettes. La notion de partage, il y a des personnes qui sont là qui nous montrent leurs recettes, on peut discuter avec elles, dire oui moi je fais comme ça, mais nous on fait comme ça et c'est magique. Moi je vois surtout l'aspect échange entre les gens, convivialité. Vu que je reste tout le temps chez moi, ça me fait sortir et puis c'est bien. Ça, je peux apprendre à faire à manger pour mes enfants. On est tous différents et finalement là on a fait quelque chose ensemble, ça se passe super bien, on se transmet, on échange. Quand la dame a mélangé la semoule en fait, il y a vraiment un savoir-faire et c'est un art quoi. Et c'était très joli à voir parce que c'est un atelier cuisine du monde et là on voyage réellement. Rien que par ce geste parce que c'est un truc qu'on voit pas, enfin je veux dire on voit que ça a été transmis de génération en génération, quelque chose de très précis, très, très joli, très artistique. Il y a un moment où il y a eu un peu de sensibilisation autour de la saisonnalité des fruits et des légumes, parce que c'est très important d'en parler, parce qu'on ne sait pas forcément que les légumes qui ne sont pas de saison sont produits dans de très mauvaises conditions, que ce soit d'un point de vue environnemental mais d'un point de vue humain aussi. Donc c'est important de se rappeler de comment sont faits les légumes et de pourquoi il y a des saisons et pourquoi il faut les respecter. C'est de l'éducation populaire. Et c'est important d'en parler, parce qu'on ne le sait pas forcément. Le 23 avril, pour la première fois, plusieurs de nos élèves vont participer de façon officielle à une intervention des racleurs. On n'a jamais eu un seul problème dans l'utilisation des cuisines, on a toujours retrouvé tout en état parfait. C'est pour ça qu'on a accepté cette année d'étendre en fait leurs interventions, puisqu'en fait on n'a vraiment aucun souci au niveau de leur intervention. À partir du moment où nous on peut être certain en tant qu'établissement scolaire de pouvoir respecter toutes nos normes de sécurité, y compris par exemple par rapport au plan Vigipirate et autres, et qu'on puisse avoir un contrôle et de savoir exactement qui vient et qu'on est dans une relation de confiance, à partir de là, il n'y a pas forcément de frein, il y a simplement à bien cadrer les choses et tout peut fonctionner. Les racleurs ont une capacité à travailler en lien avec les autres associations du pays foyen extraordinaire. De par leurs actions, ils se mettent en synergie avec les autres associations du pays foyen et pour moi, c'est capital en tant qu'élu parce qu'ils représentent une force de frappe efficiente à cette précarité sociale en pays foyen. Sur le plan professionnel, ce qui m'a intéressé, c'est l'idée effectivement d'aller vers les gens, d'aller vers les institutions, de mettre de la coordination aussi entre les différents partenaires. Et puis ce que je trouvais intéressant, c'était aussi d'aller vers des lieux, notamment les cuisines des collectivités, etc., qui étaient inoccupées. Sur la question de l'alimentation par rapport à nos publics qui sont du coup en précarité, la question majeure c'est effectivement comment arriver à se nourrir correctement, comment arriver à joindre les deux bouts et aller jusqu'à la fin du mois pour pouvoir s'alimenter correctement. Effectivement, là sur la MDSI, il y a un groupe qu'on appelle Prendre soin de soi. Donc c'est des personnes qui sollicitent le service social en disant qu'elles rencontrent des problématiques autour de la santé. Et donc on a réuni ces personnes et on a essayé de sonder un petit peu leurs besoins et qu'est-ce qu'elles entendaient par prendre soin de soi. Et donc il y a des choses effectivement autour de l'alimentation qui sont ressorties. Alors pas seulement, il y a aussi des choses autour de reprendre une activité physique. Donc c'est un groupe qui fait de la marche actuellement. Brigitte Paganelli et puis d'autres personnes, des racleurs qui se sont joints à elle pour venir à la rencontre du groupe Prendre soin de soi. Et puis au travers de la marche et au cours de la marche, il y a eu des échanges de faits sur la présentation de l'association, sur des ateliers qu'ils mettent en place autour de la cuisine, sur des réunions pour pouvoir faire une programmation en fait. Et donc il y a des personnes qui sont inscrites comme ça, mais qui sont allées après d'elles-mêmes dans l'association des racleurs et qui ont pu mettre en place des choses avec eux. Pour les personnes qui ont fait la démarche, qui sont allées au bout de cette démarche autonome, j'ai envie de dire, elles sont ressorties satisfaites du moment qu'elles avaient passé là-bas et avec effectivement une envie de poursuivre. Les racleurs, ils ont un projet de faire des jardins partagés dans différents lieux en fait dans la commune et donc on va leur mettre à disposition un petit bout de notre jardin pour qu'ils puissent jardiner avec des habitants. Comment en fait, à plusieurs partenaires, on peut participer sur l'animation en fonction des compétences de chacun. Au-delà des compétences, c'est aussi, j'ai envie de dire, montrer l'exemple et dire que oui, on peut faire du collectif, nous aussi entre professionnels. Le but de notre partenariat avec les racleurs, ça serait justement de faire entrer dans l'épicerie solidaire une dynamique de participation des bénéficiaires, une dynamique d'éducation à l'alimentation, changer le regard sur la nourriture aussi.
changer le regard aussi sur le rôle de la nourriture dans le développement d'abord de la santé d'une personne et aussi dans le développement de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on doit, malgré notre ampleur, veiller finalement à rester une alimentation citoyenne, un endroit où on peut se fournir en produits variés et de bonne qualité. Il faut aussi qu'on développe les schémas d'alimentation de proximité avec des producteurs locaux. Et une démarche finalement éducative par rapport à l'alimentation. Et en ça, je pense que les racleurs peuvent nous apporter beaucoup. Et avoir une synergie finalement qui puisse quand même à la fois intégrer des personnes qui sont un petit peu exclues, et puis leur montrer que finalement leur destin, ils l'ont aussi entre les mains en participant à toute cette démarche. De cet atelier cet après-midi, c'est juste pour pouvoir faire ses courses, mieux comprendre les étiquettes. Il y a beaucoup d'étiquettes où il y a des choses qui sont marquées dessus qu'on a du mal à comprendre. On sent bien à travers, en tous les cas, ce petit atelier, et ça c'est mon impression personnelle, que, il y a l'aspect marketing, pur jus, qui n'est pas si clair que ça, équitable, bio, label rouge, qui sert à rien, les anecdotes de quelqu'un qui a travaillé en abattoir, en normatif, où on rajoute d'autres étiquettes, il n'y en a plus, on n'a qu'à mettre les autres et c'est le même produit. Et puis ce côté langage juridico-industriel qu'on sent imposé, mais qui n'est pas du tout fait pour la compréhension du consommateur. Le but était tout simplement, effectivement, mieux comprendre les étiquettes, pour mieux comprendre ce qu'on achète, qu'on a plus été, c'est quoi cette composition. Et là, on est quand même sur quelque chose qui est complètement disproportionné entre quelque chose devrait être simple et sain d'acheter en confiance et ce qu'on nous propose en information qui est complètement à côté, mais complètement à côté, malgré tous les discours qu'on entend de vivre la traçabilité. Alors c'est des personnes qui participent depuis un certain temps, qui montent en puissance au sein des participants racleurs, dont on envisage cette montée en puissance de les former aussi pour aller un peu plus loin dans l'accompagnement, l'animation d'ateliers. Là je pense à Marlène, je pense à Coralie qui était là, Myriam aussi d'ailleurs fait partie de ces gens-là. Et là, effectivement, on a commencé à les positionner, parce que c'est la manière de bosser au racleur, en tant qu'accompagnatrice et co-animatrice des choses. Et du coup, l'atelier a été préparé avec Myriam et Coralie. On peut regarder l'étiquette et après chercher sur Internet à quoi ça correspond, mais c'est vrai que des fois... ça fait un peu peur tout ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne lit plus, je veux dire, l'alimentation pure, on lit des chiffres, des produits rajoutés. On a eu un produit, c'est quand même barbare. Dessus, c'est carrément, on dirait, des mots de scientifique ou de je sais pas quoi. Et voilà, oui, c'est intéressant de savoir. Et puis après, on fait attention à ce qu'on achète, et voilà. Ou alors, on le fait soi-même. On pense que bien cuisiner et équilibré, ça coûte cher. Et ce qu'eux, ils ont apporté, c'est de dire non, en fait non, regardez, on va vous montrer qu'avec pas grand chose, on peut manger nutritivement, des choses à laquelle on ne pense même pas du tout. Faire une pâte à pizza, la pâte nourricière, alors là, dès que j'ai découvert la pâte nourricière, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, j'ai arrêté d'acheter des pâtes toutes faites. Du coup, quand j'ai appris ça, j'ai fait ça, c'est génial, je suis même pas obligée d'acheter, c'est hyper facile, c'est rapide. Recréer du lien, de l'échange, du troc et surtout réapprendre à vivre socialement. Je suis venue apprendre, du coup j'ai appris et j'ai envie de retransmettre. Et en fait, ils m'ont proposé de faire cette formation pour être ambassadeur. Ça, en fait, ça ne nous dérange pas, on a même eu plus petit comme cuisine. On a eu plus petit, puis on a eu 3 fois plus grand. Mais on a toujours fait, on fait toujours tout, tous les deux. Alors, ce qu'on fait, déjà je fais des pâtés, toutes sortes. Après je fais des plats préparés. Après je fais des soupes, alors des tomates entières. Je fais des coulis de tomates. Puis après je fais tout ce qui est fruits. J'ai oublié de dire qu'on fait du foie gras aussi, bien sûr, tant qu'à faire, on prépare tout en fait. Disons que je me suis retrouvée au chômage, et en attendant la retraite, il fallait que je m'occupe. Par un article sur le journal Sud-Ouest, un matin, comme tous les matins, je lisais le journal et j'ai vu un article. Il parlait d'une association et il parlait d'ateliers de cuisine de rue. En fait, c'est une issue pour occuper. Et l'esprit et mes mains. Il y a beaucoup de choses que j'ai obtenues, des légumes, tout ça, par les racleurs, parce que Eric avec son jardin, Franck chez sa maman avec le jardin, entre les choses qu'on a glanées par-ci par-là, des endroits, il y a des choses que j'ai appris.
du sirop de flantureau. Je savais que ça se faisait, mais j'en avais jamais fait. Donc là, on en a fait. Et on l'a fait à la place du Foirail. Et là, je peux vous dire qu'il y a eu du monde. Ils sont tous repartis avec leur bouteille de sirop et on a eu du monde. Et je suis contente aussi de leur apprendre des choses qu'ils ne savaient pas forcément faire ou qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire. Je pense déjà qu'on peut rien faire tout seul. On a toujours besoin des savoir-faire et des connaissances des autres. Donc c'est intéressant pour nous parce qu'on apprend et c'est intéressant aussi pour les personnes parce qu'elles ont une prise en charge globale, parce qu'elles peuvent aller piocher chez chacun ce dont elles ont besoin, ce qu'elles vont réussir à refaire en fait, elles-mêmes. Et ce que je peux rajouter, c'est que les rateleurs ont un impact sur le pays foyen presque 7 jours sur 7. Donc c'est vrai qu'on dépend de l'hôpital, on a nos temps de travail. Donc c'est très intéressant d'être en lien avec des personnes qui peuvent compléter aussi ce qu'on peut apporter, et vice-versa. J'ai cette impression que c'est un peu la spécialité du diététicien, et que c'est pas forcément l'affaire de chacun. Alors que finalement, si, il y a des choses qui sont assez simples et qui pourraient être dispensées facilement par l'ensemble des professionnels. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir fait les ateliers avec Rodolphe. Personnellement, maintenant, je sais ce que c'est que l'équilibre alimentaire, mais je peux aussi en parler avec, très simplement, à mon niveau, avec des personnes que je vais recevoir. En tant que diététicien, l'alimentation fait partie des premiers soins. Après, en termes de milieu hospitalier, on se rend compte que le premier soin, ça reste l'acte médical, médicamenteux. Donc, dans l'idéal, dans les optiques et dans l'évolution de ce qu'on pourrait faire, ça serait vraiment intégrer le principe de je me soigne par l'alimentation et par aussi les autres prises en charge autour. C'est pas une, c'est tout en même temps. Mais quand on connaît Daniel et Micheline depuis longtemps, on se connaît parce que quand même on a fait des choses ensemble depuis plusieurs années. C'est tout à fait ce qui nous rapproche, c'est le regard qu'ils portent sur des petits espaces qui peuvent être complètement productifs, qui peuvent être faits avec beaucoup de plaisir, qui peuvent être faits avec beaucoup d'intelligence, qui peuvent être faits avec peu de moyens, qui peuvent être faits avec aussi beaucoup de cœur, c'est-à-dire de partage, d'ouvrir le lieu, d'ouvrir aussi la rencontre avec les gens. Et donc forcément, en étant très productif, donc du jardin à l'assiette, il n'y a qu'un pas. Et d'ailleurs, quelque part, nous, on prône vraiment le fait qu'il faille revenir aux fondamentaux de la production pour mieux la comprendre. Et du coup, mieux la transformer, mieux la cuisiner. Et mieux être devant une assiette en prenant un vrai plaisir aussi. Donc Daniel, qui prend beaucoup de plaisir à jardiner, nous, on prend beaucoup de plaisir à dire que c'est possible de le faire. Et avec 100 mètres carrés, il est possible de produire énormément. Leur évolution vers, j'allais dire, de plus en plus, terre à terre, de plus en plus terre à terre, et très très intéressante parce qu'elle allie deux choses. Elle allie une grande technicité, c'est des gens qui sont il faut dire le mot, de grands techniciens du jardin, et en même temps une évolution vers un partage à l'horizontale. De plus en plus, ils ont porté leur travail, leur connaissance à la disposition de tous. Les gens, dans leur ensemble, ont une culture qui est une culture assez classique, on va dire. On a l'impression qu'on a du mal à pouvoir travailler les uns avec les autres, alors que dès qu'on ouvre sur des perspectives ou des champs très simples, en fait, très très simples, où les gens commencent à regarder, à s'ouvrir, à prendre du plaisir, on se rend compte que la notion de collaboration, de coopération, elle est toute proche, elle refait surface très vite. Et ça, on le doit, je pense, par tout simplement une approche humaine et aussi d'éducation populaire. C'est là qu'on voit que les personnes qui même souvent sont renfermées derrière chez elles, derrière des murs verts de haies ou des choses comme ça, et bien, le fait de pouvoir avoir des actions
commune permet assez rapidement qu'elle fasse système avec les autres, qu'elle fasse en tout cas qu'elle se rejoigne avec les autres, et on voit bien que ça marque certains moments. Voilà, on allume la télé, on allume la radio, je veux dire, les peurs sont souvent exacerbées. Mais on a tous des peurs, souvent légitimes d'ailleurs, et la notion de plaisir, la notion d'amour, on n'en parle pas beaucoup, hein, même les politiques, on n'en parle jamais. Et donc ces peurs-là, on peut facilement les diminuer, les amoindrir, parce que quand on est ensemble, quand on fait des choses ensemble, on voit qu'on n'a pas raison d'avoir peur, on n'a pas de raison d'avoir peur des uns et des autres. On aurait plutôt raison d'être avec les uns et les autres, tellement que ça apporte des choses. Parce que les gens passent au jardin, font de la permaculture, réfléchissent à des choses ensemble, ou font de la cuisine ensemble, même dans la rue. Eh bien, ces peurs-là, je pense, commencent à diminuer, et puis du coup, on gagne quelque chose sur cette société qui nous sclérose. Parce que quand on commence à jardiner, même les meilleurs, on est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, on aura un échec. Tout à fait normal. On ne maîtrise pas tout. Donc c'est pas la peine de vouloir théoriser en permanence. Il faut faire. Et les gens qui font généralement, comme disait Franck, ils arrivent à se rejoindre. Donc ça permet des discussions. Des discussions dans lesquelles il n'y aura pas de dispute, puisqu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. On ne prend pas le pouvoir sur un jardin. Sur un jardin, on est à l'école en permanence. Donc à partir de là, eh bien, on ne peut que fonctionner de manière harmonieuse. Les gens vont demander qu'à s'améliorer. Mais il faut leur donner la possibilité. Et si on leur donne la possibilité au travers d'une pratique, c'est-à-dire de mettre en œuvre des moyens simples qui peuvent avancer à leur rythme, etc., eh bien, ils vont faire évoluer leur propre vision du monde. Tous les jardiniers produisent de trop. Franck vient de me proposer des chayotes. Là, il y a deux solutions. Ou on les détruit, ou alors, eh bien, on partage. Vous allez vous régaler. Bon, c'est sûr que vous allez mettre du temps. Alors, le partage, il est intéressant parce qu'en même temps, il y a un partage de connaissances, il y a un partage d'expérience. À partir du moment où des gens ont consommé des épinards produits ici, ils s'aperçoivent bien que c'est autre chose que ce qui a été acheté au supermarché. Donc avec l'équipe des rateleurs, on a un projet qu'on appellerait la maison de l'alimentation, créer un lieu qui soit réellement mutualisé, qui soit un lieu qui n'appartienne pas à une structure, mais qui appartienne à un collectif de structures, un lieu où les gens se sentent bien aussi, donc parce qu'ils se sont appropriés, d'avoir un lieu pour pouvoir cuisiner, transformer à l'échelle familiale, et aussi pouvoir stocker ce qu'elles transforment ou ce qu'elles produisent aussi, parce qu'on va aussi parler de la maison de l'alimentation qui n'est pas uniquement de faire la cuisine, mais aussi de pouvoir se questionner sur l'alimentation, c'est aussi se questionner sur sa production, son autoproduction. L'ambition de cette maison-là, c'est une ambition politique, d'essayer d'avoir un outil qui permette de réfléchir en termes politiques sur un territoire, quant à une vision sur une gouvernance alimentaire, qu'est-ce qu'on entend par l'alimentation, qu'est-ce qu'on entend par créer de la cohésion sociale autour de cette notion-là sur un territoire, qu'est-ce qu'on entend par le rapprochement des producteurs avec les consommateurs. Dans l'idéal, et en tout cas on aspire à ça, c'est que la maison de l'alimentation doit avoir la tête, le visage, la gueule, comme on peut parler, de ce que les habitants souhaitent vraiment sur le territoire en termes d'alimentation. D'abord, on parle de transition alimentaire, et la transition alimentaire, c'est vraiment dans une notion d'intérêt général. On n'a vraiment pas le choix, dans l'état de la planète, d'envisager de nourrir tout le monde de choses saines, bonnes, goûteuses et pas chères. Cette urgence, elle est d'abord dans la capacité à chacun d'agir, soit par son choix de consommation, soit parce qu'il augmente ses capacités de savoir-faire, ou soit parce qu'il augmente son réseau de solidarité, de voisinage. Et puis après, effectivement, on a espoir qu'à partir de cette mobilisation, le politique, au sens du gestionnaire des collectivités territoriales ou des institutions d'intérêt général, prenne conscience de décloisonner tout ce partage du travail en silo. On est vraiment sur les uns s'occupent de la santé, les autres s'occupent de la production agricole, les autres s'occupent de l'économie. L'alimentation est un thème transversal. Aujourd'hui, on est sur des politiques de millefeuille qui ne se traversent pas, alors que là, sur l'alimentation, il n'y a pas de choix, ça traverse. Le mangeur, il fait de la politique tous les jours en mettant quelque chose dans son assiette. Mais quand ils font ce qu'eux sont en train de réaliser, alors là, je crois que même à notre âge, ça vaut la peine de se réengager. Hein. Ça, je vous le dis. Ça vaut la peine, hein, vraiment. Je t'assure, Franck, ça vaut la peine. Hein, ce que vous faites là, vraiment.